Nathalie Gâteau, je suis directrice de l'action sociale pour le groupe Apicil. Auparavant, j'étais aussi directrice de la communication et c'est à ce moment-là que la Fondation Apicil a été créée. Moi, je suis médecin, j'ai fait toute ma carrière aux Hospices civils de Lyon et j'étais chef de service de l'unité soins palliatifs depuis 1988. Tu es professeur? Professeur associé oui, de médecine palliative. J'oublie toujours. Bah, c'est pas rien. En soins palliatifs, ça fait partie de la définition des soins palliatifs. La prise en charge de la douleur, ça arrive en premier. Donc, dans l'unité, c'était évident que c'était notre mission première. Si on regarde dans la vie personnelle, moi, je crois que dans ma formation, j'ai travaillé comme la nuit, comme aide-soignante, etc. À des époques où la douleur n'était pas prise en charge, et je crois que ça m'a beaucoup frappée. Et ça, j'ai réfléchi après coup, en me disant, là, j'avais vraiment l'impression que c'était injuste, que c'était pas, enfin, que c'était scandaleux. J'étais un peu révoltée pendant mes études médicales, quoi. Donc là, je crois que, en fait, la petite graine, elle a dû quand même pousser là. Moi, la notion de douleur, bien sûr, elle est apparue dans ma vie privée pour voilà, certaines maladies de mes proches, mais l'idée de la Fondation Apicil et du choix de la lutte contre la douleur, c'était aussi pour illustrer ce que le groupe Apicil investissait en tant qu'aide permanente pour nos assurés et le plus grand nombre en termes de santé, d'handicap, de vieillissement, et toutes ces thématiques étaient corrélées à la douleur. Donc à un moment donné, ce thème est venu comme une évidence universelle quand on a décidé de créer une fondation qui était une sorte de fronton de tout ce qu'on pouvait faire par ailleurs. Ça paraît fou, mais dans les années 80, clairement, la douleur n'était pas prise en charge. Clairement, c'était non seulement elle n'était pas prise en charge, mais elle était prise en charge à la dernière minute, trop tard. Alors ça, c'était pour ça. Pour les enfants, c'était encore pire. Elle était carrément liée, la douleur des enfants, des personnes âgées. On n'avait pas du tout la culture des anglo-saxons de l'évaluation de la douleur, de l'utilisation des morphiniques. On avait un énorme retard. Dans ces années-là, on devait être à la 40e place à peu près. Donc on n'était pas vraiment en pointe. Hein. Il y avait un gros frein. On nous l'apprenait pas à la faculté de médecine, ça. En clair. Enfin, on nous parlait de la morphine que pour nous dire que c'était dangereux, quoi. Et que ça cachait les symptômes. Oui. Et même en situation aiguë, hein, c'était. Enfin, je pense à des générations. Moi, ce qui m'a touché le plus, c'est les enfants, parce que je me dis quand même des générations d'enfants qui ont dû souffrir bêtement parce qu'on a eu peur d'utiliser les bonnes drogues. C'est vrai que moi, j'ai d'abord fait les choses et j'ai construit les projets après. Par exemple, pour les soins palliatifs, j'ai d'abord eu les malades et j'ai construit le projet de l'unité soins palliatifs. C'est parce qu'on est concrètement confronté à la réalité qu'on se dit, ben voilà comment je vais faire. J'ai plutôt fait, j'ai agi. Pour donner du relief à toutes les actions du groupe Apicil, hein, toutes les actions d'aide à nos assurés en difficulté et au plus grand nombre, hein, parce que quand je dis ça, j'embarque la notion de mécénat. Créer une fondation, c'était aussi pour nous la possibilité qu'elle devienne éternelle, en quelque sorte, et que quelle que soit l'histoire du groupe Apicil, une fondation d'utilité publique, une fois qu'elle a un objet bien déterminé, eh ben, elle demeure et elle est reprise par d'autres structures si jamais un jour on devait défaillir. J'ai préempté plusieurs domaines qui avaient du lien quand même avec nos métiers, hein, bien sûr. Hein. Et j'ai vu que le trait commun, c'était vraiment le traitement de la douleur, qui était peu ou mal fait à l'époque. Et j'ai regardé, il n'y avait pas grand monde qui préemptait cette thématique en dehors des laboratoires. Et je trouvais que ça avait du sens avec justement une société d'assurance de personnes. En plus à but non lucratif, ça donne encore plus de relief dans notre engagement, puisque nous avons décidé de créer cet outil de façon complètement désintéressée. En fait, j'ai rien inventé là. J'ai piqué l'idée à un congrès. Enfin, on n'était pas très nombreux en soins palliatifs, donc j'avais un très bon collègue dans l'est de la France
qui au cours d'un congrès avait montré une vidéo, alors plutôt d'ailleurs chez les personnes âgées avec de l'art-thérapie. Et ça m'avait vraiment impressionné ce qu'on pouvait faire à quelqu'un qui était déjà âgé, handicapé, avec son cancer. Il faut arriver à le faire. Et en fait, pour faire de l'art-thérapie, c'est compliqué parce qu'il faut trouver on peut pas décider de faire de l'art-thérapie, il faut avoir le bon art-thérapeute, ce qui est pas évident. Si c'est quelqu'un qui ne sait pas s'intégrer, c'est compliqué. Vous pouvez pas les garder. Donc en fait, ben voilà, on a commencé, j'ai trouvé ça génial, et puis j'ai rencontré Ma famille. voilà, et du coup, elle m'a dit, mais parce que oui, il faut quand même les payer au bout d'un moment. C'est bien d'être bénévole, et donc il faut faire un appel d'offres, et c'est comme ça que ça a démarré. Il faut structurer un petit peu. Qu'on a testé comme ça dans l'intuition finalement. Oui, oui. Et en voyant les résultats que ça donnait, et Marilène nous l'attestait, c'était vraiment. Je me souviens que les gens étaient sceptiques au comité scientifique. Oh, mais attends, les gens en fin de vie, mais tu te rends pas compte, ils sont fatigués, ils peuvent rien faire. J'avais des petits bouts de film à leur montrer. Parce qu'ils me disaient, ben voilà, cette dame, 3 jours avant son décès, voilà ce qu'elle a fait. Il y avait aussi une dame qui était peintre, en fait, et qui voulait absolument plus toucher à un pinceau ni quoi que ce soit. Elle faisait des collages, elle peignait dessus, tout ça. Quand on voit l'énergie qu'elle met dedans, personne ne veut croire qu'elle est en famille. Elle est dans son fauteuil, elle est là, hop, elle déchire. Non, mais là, je mets du blanc, elle commence à parler toute seule. Et là, je me dis, mais incroyable, quoi. Puis elle me dit, bah, tu te rends compte, parce qu'elle me tutoyait. Elle me dit, mais tu te rends compte, ça fait plusieurs années que j'ai plus touché un pinceau. On m'a toujours dit, bah, quand les gens sont très, très fatigués, comment ils font? Moi, ça me frappe l'énergie que les patients peuvent mettre dedans. Et la joie, quoi. On peut utiliser plein de médias aussi dans l'art-thérapie. On avait choisi la peinture parce que, au fond, parce que moi j'aime bien ça, je crois. Après, c'est des histoires personnelles, ça me parle, voilà. Il y en a qui font plutôt de la photo, enfin, peu importe. Ça peut être participatif. Voilà, c'est-à-dire que là, du coup, la personne peut peindre, la famille peut peindre s'il y a des enfants. Enfin, moi, je me souviens d'une fois d'un week-end où j'avais les enfants et il n'y avait pas d'art-thérapeute sous la main, et c'est moi qui l'ai fait. Mais enfin, je ne sais pas si c'était de l'art-thérapie parce que je ne suis pas formée, mais je me suis rendu compte de tout ce que les enfants pouvaient dire à ce moment-là. Bernard Varry disait un truc extraordinaire, il dit être non communicant, ça n'existe pas, il y a toujours une façon de communiquer, en fait. On s'orientait déjà intuitivement vers des thérapies non médicamenteuses, puisqu'il y avait toute cette réticence que tu as évoquée tout à l'heure sur tout ce qui est molécules, chimie, etc. Donc on sait que ça fait partie bien sûr du traitement de la douleur, mais ce qu'on peut apporter pour divertir l'esprit finalement est tellement important en complément. Après, c'est les médecins qui s'approprient. Voilà, mais nous, on n'a eu aucun mal à adopter ce genre d'activité et de faire voter les budgets nécessaires. On a publié 2 ou 3 papiers là-dessus où on fait passer des échelles aux gens et on voit qu'ils sont mieux après qu'avant. Ça paraît évident pour nous, mais bon, effectivement, on a ça. C'est pas des études très scientifiques dans la mesure où normalement, vous savez, il faut avoir 2 groupes. Avec un groupe, alors l'art-thérapie en aveugle, je vois pas très bien comment on peut faire. Ça me paraît pas possible. Non, mais donc, un qui fait pas d'art-thérapie et un qui en fait pour voir. On peut pas faire ça, mais j'ai envie de dire, ça c'est le vrai problème des thérapies non conventionnelles comme ça, c'est qu'on nous dit toujours votre niveau de preuve, votre niveau de preuve. Et je dis, mais écoutez, il y a quand même. Est-ce qu'on est obligé de faire les mêmes critères pour quand il s'agit d'évaluer un médicament qui vient de sortir sur le marché ou une technique dont on sait qu'elle va être dépendante quand même aussi de l'opérateur, évidemment. Je veux dire, c'est vrai pour l'ostéo, c'est vrai pour l'acupuncture. À partir du moment où vous mettez vos mains, il y a un opérateur, s'il est bon ou pas bon, ça va tout changer. Même avec la kinésithérapie, à les limites. Même avec la psychothérapie, je veux dire, si vous entendez bien votre psychothérapeute ou si ça marche pas, ça va mal se passer. Donc il y a quand même un facteur interhumain. C'est important par contre que la Fondation diffuse les bonnes pratiques, soit en mesure d'impact, soit justement en communication, etc., pour essayer
parce que quand on a démarré, Il n'y avait pas beaucoup d'écoles voilà, déjà. Il n'y avait pas d'école, etc. Donc l'idée, c'était quand même de montrer que ça existait, que ça marchait et que ça devait être dupliqué. Puis d'ouvrir le champ, parce que jusqu'à présent, c'était essentiellement la psychiatrie qui s'occupait de l'art-thérapie. Et donc petit à petit, j'ai vu par exemple que là où je travaillais à Lyon-Sud, il y avait eu quelque chose de fait avec les enfants des patients. Donc ça a commencé à ouvrir sur la cancéro, sur d'autres choses, quoi. Et probablement sur la gériatrie. C'est difficile, ou dans le handicap. Il y a beaucoup de choses à faire.